Alors, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette séance. Alors, si vous entendez de la musique de hall d'hôtel derrière, c'est pour la très bonne raison que je suis dans un hall d'hôtel. Donc, dès que j'aurai pas à parler, je couperai le micro. Mais pour l'instant, il y a du Amy Winehouse derrière et ça va de pire en pire depuis tout à l'heure. Euh, Bienvenue à notre séance de séminaire cette semaine. Ce mois-ci, on va parler réalisme critique. Alors, on en avait déjà parlé rapidement dans le séminaire il y a 3 ans, il me semble, ou même il y a 4 ans. Mais il se trouve que l'entrée avait jamais été vraiment aboutie. Mathieu Battistelli a bien voulu reprendre un peu la copie qui avait été posée à l'époque et pour compléter un peu le travail. Euh, Amy parle de plus en plus fort. L'idée, Mathieu, puisque tu t'avais pas encore présenté jusqu'à maintenant dans le séminaire, donc c'est de passer en revue l'entrée, le texte tel qu'il est aujourd'hui, éventuellement en partageant ton écran même pour tu le lis à voix haute et que nous, on ait l'écrit sous les yeux et qu'on puisse ensuite le discuter un peu plus en détail. Alors en général, Laurent et moi lançons un peu les hostilités amicales, mais après on ouvre à la salle et il y a l'idée d'intégrer un certain nombre de retours, mais de toujours préserver l'autorat de la personne qui écrit l'entrée et après de remettre une entrée finalisée. Donc Mathieu, je vais te laisser la parole, je vais te mettre en Oui. évidence pour tout Donc, le monde. je peux partager le document Word comme ça. Ouais, voilà, et tu le fais défiler. On Vous fait voulez la que je vous l'envoie lecture. aussi dans la conversation? Peut-être qu'il y en a qui préfèrent. Bon, peut-être, mais en tout cas, à l'écran, ça fonctionne en général assez bien. Ok, On la lit, tu nous la lis, on la lit en même temps, et après, on se lance sur les retours constructifs pour alimenter l'écriture suivante. ça marche. À Alors, je toi de jouer. partage ça. Ok. Hop, hop, hop. Alors, on est où? Les- C'est celui-ci, normalement. C'est bon, vous le voyez? Oui, très Ouais. bien. Ok, super. Et ben, en tout cas, déjà, bonjour à tous. Et merci, Johan, en tout cas, pour m'avoir proposé ça, parce que je me sens pas du tout spécialiste de ces questions de réalisme critique ou quoi. J'avais utilisé ce concept-là, cette épistémo-là dans ma thèse, et ça m'a permis un peu de me remettre dedans, d'élargir aussi un peu les horizons. Donc c'est un exercice assez inattendu, j'avoue, et plutôt sympa à faire. Et, euh, j'ai mis juste pour la question d'autorat, comme Johan m'avait passé le texte, je pense que c'est celui qui a été présenté il y a 3 ans. Je suis quand même reparti de ton travail aussi, donc j'ai tenu quand même à mettre ton nom aussi. Euh, Parce que je suis quand même reparti pas mal de ce que tu avais fait qui était déjà abouti. Donc voilà, je tenais juste à le dire. Donc réalisme critique. Donc difficile de ne pas initier un article sur le réalisme critique sans s'arrêter sur l'œuvre de Roy Bhaskar. Donc en 1975, dans son ouvrage A Realist Theory of Science, l'auteur, le philosophe des sciences, propose une refondation de la philosophie des sciences en réaction aux traditions positivistes et empiristes. Bhaskar critique en particulier le positivisme hérité de Hume autour du principe de causalité, et notamment donc, l'existence de lois universelles. Et pour lui, ces approches qui cherchent à identifier des lois scientifiques à partir de régularités observables dans le monde physique, ne sauraient rendre compte de l'activité scientifique réelle dans un monde qu'il assimile à un système ouvert. Donc, ce qui semble que Bhaskar ancre donc sa pensée dans une philosophie plutôt systémique. Et donc, en effet, dans un système ouvert, deux éléments clés sont à prendre en compte pour l'auteur. D'une part, les phénomènes ne se présentent que rarement sous la forme de répétitions constantes, euh, et d'autre part, le chercheur, ou plutôt l'expérimentateur, puisque c'est comme ça, enfin, Bhaskar utilise plutôt le terme expérimentateur parce qu'il fonde son analyse sur notamment les sciences expérimentales, est lui-même l'agent causal d'une succession d'événements. Dès lors, dans un monde ouvert, comment comprendre que les lois scientifiques puissent être valides et applicables alors que les régularités empiriques peuvent faire défaut et que le chercheur intervient dans les phénomènes qu'il étudie.
Donc pour répondre à cette difficulté, Bhaskar adopte une démarche dite de réalisme transcendantal ou de réalisme critique, donc les deux termes sont utilisés. Il entend déterminer ce que le monde doit être pour que l'activité scientifique soit possible et ait un sens. Son analyse du processus d'expérimentation joue ici un rôle décisif. Pour l'auteur, l'intelligibilité de l'activité expérimentale suppose d'opérer une distinction entre les lois et les événements observés. Et donc là, j'ai inséré une citation directement de l'ouvrage de Bhaskar de 75 dans une réédition de 2008. It is a condition of the intelligibility of experimental activity that in an experiment, the experimenter is a causal agent of a sequence of events, but not of the causal law which the sequence of events enables him to identify. This suggests that there is an ontological distinction between scientific laws and patterns of event. Euh, donc Bhaskar 2008. Le chercheur peut donc produire ou observer des phénomènes, mais non déterminer les lois qui les gouvernent. Autrement dit, le réalisme critique postule une réalité extérieure au chercheur. Le monde existe indépendamment de l'idée qu'on s'en fait. Donc ce postulat implique que les lois ne peuvent être réduites à des régularités empiriques, donc à contrario du positivisme. Et pour autant, le réalisme critique ne va pas jusqu'à réduire le réel à des représentations plurielles, à l'instar du postmoderniste, puisque dans la tradition du réalisme critique, le réel renvoie plutôt à l'étude de mécanismes générateurs. Donc vous avez vraiment cette idée de generative mechanism, mécanisme générateur, qui est très importante dans le réalisme critique. Donc ces mécanismes sont appréhendés comme the real basis of causal law et définis comme nothing other than the ways of acting of things. Ça, c'est des définitions qu'on peut trouver notamment chez Bhaskar. Autre élément important qu'on retient souvent d'ailleurs dans les papiers, dans les articles qui traitent un peu du réalisme critique, c'est que le réalisme critique, donc en postulant un réel indépendant de l'idée qu'on se fait, repose sur une conception stratifiée du réel. Bhaskar décompose ainsi le réel en trois domaines distincts. Donc là, je vais vous mettre les trois domaines ici présentés, décrits avec le tableau, parce que le tableau aussi est parlant. Donc le domaine du réel, avec un R majuscule, il est constitué des structures sociales et des objets qui la composent. Chaque structure sociale et objet est doté de pouvoirs causaux générateurs d'événements au niveau ontologique inférieur. Tsang et Kwan suggèrent par exemple que donner du pouvoir à une structure ou un objet revient à dire ce qu'elle fera ou peut faire dans des conditions données en vertu de sa nature intrinsèque. Deuxième strate du réel, le domaine du factuel, donc qui va intégrer quant à lui les événements, observés ou non par les agents. En effet, des événements peuvent survenir sans que les agents n'en soient conscients. Dans ce cas, ces événements ne sont pas transformés en expérience et n'atteindront donc pas le domaine de l'empirique. Et un troisième niveau du réel, le domaine de l'empirique, qui est celui de l'expérience des événements par les agents. Donc, il est le niveau des sensations, des impressions, des perceptions que vont avoir les agents de la réalité. Les agents vont avoir un accès immédiat donc, à ce niveau. La stratification de la réalité donc, en différents niveaux ontologiques permet notamment de dissocier le niveau des mécanismes de la structure et celui de l'agence, et proposer in fine une approche non fusionnelle entre ces deux éléments, en reconnaissant qu'ils sont liés mais non réductibles l'un à l'autre. Donc ça, c'est pour la partie un peu réalisme critique hérité notamment de la pensée de Roy Bhaskar. Ensuite, on a plutôt regardé des travaux qui cherchent à recevoir en fait les travaux de Bhaskar plutôt en SHS. Donc ici, de nombreux travaux en SHS se réclament du réalisme critique et considèrent que la causalité n'est pas réductible à une relation de cause à effet dans laquelle une succession d'événements s'expliquerait par une loi. Dans cette perspective, l'explication causale ne résulte ni de l'association déterministe ou stochastique d'un ensemble d'événements, ni des expériences, mais bien de l'attribution de pouvoirs causaux à des structures sociales et à des objets. De même, le concept donc, de mécanisme générateur est utile pour porter une réflexion plus générale sur la structure du monde social. Comme nous l'avons vu, le réalisme critique pose comme principe que la
Réalité n'est pas réductible aux événements empiriques observables ou perçus par les individus, car il existe un ensemble de mécanismes non directement perceptibles, mais néanmoins bien réels, qui agissent en tant que force pour produire des phénomènes empiriques. Donc cela justifie à nouveau le recours à un réel stratifié. Par exemple, le temps peut être considéré comme une structure sociale qui est façonnée par les objets qui la composent. Parmi ces objets, on trouve la nature du temps. Le temps peut être quantitatif, c'est-à-dire mesuré par une horloge, ou qualitatif, c'est-à-dire fonction des événements, ou encore sa direction. Le temps peut être notamment linéaire ou cyclique. Chacun de ces objets possède un ou plusieurs mécanismes qui génèrent un ou plusieurs effets. Par exemple, le temps quantitatif permet de mesurer et coordonner. Les différents objets de la structure sociale interagissent et donnent à la structure sociale une ou plusieurs capacités causales. Les mécanismes générateurs, donc présentés comme intransitifs, ils fonctionnent donc intransitifs, c'est-à-dire ces mécanismes vont fonctionner indépendamment de leur identification par les acteurs. Et transfactuels, c'est-à-dire que ces mécanismes ne se manifestent pas dans le domaine empirique du réel. Donc, les mécanismes générateurs présentés comme intransitifs et transfactuels par Avenier et Gavert-Perret font l'objet d'un usage important en SHS. Et ces mécanismes liés à l'idée d'expliquer les structures du monde social ont des propriétés intéressantes pour le travail du chercheur, puisqu'ils vont permettre de rendre compte de l'action des acteurs. Euh, ils sont contextualisés et permettent de construire des modèles analytiques. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux en sciences sociales donc, qui mettent en avant cette question du mécanisme générateur comme une des finalités finalement du travail du chercheur. Et enfin, on termine sur le modèle morphogénétique du changement social, notamment mis en évidence par Margaret Archer. Donc Archer est l'auteur réaliste critique qui propose un modèle abouti de transformation de la société à travers le modèle morphogénétique. Le changement social résulte de l'interaction entre des agents aux intentions et pouvoirs causaux propres et les pouvoirs causaux des structures sociales historicisées qui sont déjà en place. Le fait que les structures préexistent aux individus pose le principe de l'existence ontologique de la société. Comme l'indique Archer, lorsque nous parlons des propriétés structurelles, nous acceptons que les résultats des actions passées, de ceux qui sont morts souvent depuis longtemps, aient plus tard des effets de plein droit sur les acteurs sous forme d'influences contraignantes ou facilitantes. Dans le temps présent, la seule question est de savoir ce que les agents feront de cet héritage problématique. Et ensuite, la biblio. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors peut-être que tu peux arrêter le partage, comme ça on Ouais, se voit voilà. les uns les unes les autres. Alors moi j'ai des questions, mais donc je me lance et puis vous levez la main et vous n'hésitez pas à vous imposer quand vous avez des réactions ou des questions. Moi, l'ancrage initial dans les sciences expérimentales, est-ce que c'est pour toi un peu une limite à l'extension de ces considérations épistémologiques et ontologiques en dehors des sciences expérimentales? C'est-à-dire que les réflexions soient situées, c'est pas du tout nécessairement un problème, mais les sciences expérimentales ont des conditions de possibilité qui font que tout peut pas être examiné et que ce qui est examiné ne peut l'être que d'une certaine manière. Et donc la science expérimentale a un accès très très restreint, souvent pour des bonnes raisons, mais très restreint au réel et ne s'autorise pas à examiner des choses qu'on peut pas examiner. La musique, c'est de pire en pire. Est-ce que cet ancrage initial-là dans les sciences expérimentales est vraiment questionné dans l'extension du réalisme critique en dehors des sciences expérimentales? Est-ce que l'extension te semble parfois un peu rapide ou je te demande parce que je ne connais Oui. pas du tout, tu vois, mais dans ta manière de le présenter, ça pourrait être une limite. Est-ce que ça n'en est pas une ou est-ce que, il y a quelque chose d'un peu rapide qui est fait là? Moi, j'ai l'impression Alors, le bouquin de Bhaskar, tu vois, je l'ai parcouru. Il commence par cette question de l'expérimentation, mais j'ai pas l'impression qu'il entend la question de l'expérimentation et enfin, qu'il l'associe aux sciences expérimentales, en fait. J'ai l'impression que pour lui, le fait de passer par l'expérimentation, c'est une manière de dire,
en fait, en postulant comment dire, pour moi, il questionne en fait la place du chercheur dans les expérimentations qu'il réalise. Et il dit en gros, bah, les positivistes, pour caricaturer, eux se positionnent comme étant extérieurs aux expérimentations ou aux phénomènes qu'ils regardent, et donc ils ne pensent pas l'effet qu'ils vont avoir sur l'expérimentation, et ils ne pensent leur généralisation à la loi universelle que dans des systèmes fermés. Et le fait pour lui d'avoir recours à ces idées d'expérimentation, ça lui permet de dire: «Mais en fait, le chercheur, en fait, crée des petits systèmes fermés, mais simplement, à côté de lui, il y a un réel qui existe aussi et qui doit être pris en compte si on veut pouvoir reposer sur, une épistémologie qui soit robuste». Donc je pense pas qu'il entende, je sais pas si je suis très clair, mais qu'il entende les sciences expérimentales comme on pourrait les présenter nous, quoi, tu vois? À ce moment-là, c'est parce que je trouve que la question du système ouvert est extrêmement pertinente au début, de ton texte, je l'avais déjà vu quand Philippe Nakache avait présenté une partie de leurs travaux avec Bernard Leca à l'époque. Mais je trouve que la dimension ouverte, après, a l'air de... Je sais pas, je trouve qu'elle disparaît un petit peu dans la manière dont les sciences de gestion se saisissent du réalisme critique. Je trouve que cette Ouais. dimension ouverte passe un peu à l'arrière-plan, alors elle semble être première dans l'analyse épistémologique et ontologique. Une fois qu'elle est utilisée, j'ai l'impression que des fois, elle passe un peu au dernier plan. Je ne sais pas si tu as eu cette impression-là dans la manière dont les sciences de gestion mobilisent le réalisme Ouais, critique. alors oui et non, et je pense que c'est un truc d'ailleurs qu'on pourrait rajouter dans le texte. J'ai l'impression que, ce que ouvre en fait, Bhaskar, c'est une réflexion sur l'abduction. C'est-à-dire, en gros, il dit: «On l'empirisme, c'est très bien, ça permet de repérer des régularités ou ça permet d'analyser des phénomènes. Le positivisme est très bien parce qu'à un moment donné, ça permet de monter aussi en généralité, ça permet d'essayer d'établir un certain nombre de lois». Mais il dit: «Le problème, c'est que l'empirisme s'arrête, à simplement la mise en avant de régularités d'événements et le positivisme va s'arrêter aux lois universelles». Et ce qu'il ouvre, j'ai l'impression, avec le réalisme critique, c'est de dire, bah, une fois qu'on a fait ce travail empirique, puis un peu plus imaginatif, je crois qu'il parle de capacité un peu imaginative à créer des modèles théoriques, bah, là, ce qu'il faut faire, c'est retourner finalement dans le réel, refaire des tests empiriques avec la loi un peu qu'on a essayé, le loi un peu plus générale qu'on a essayé de mettre en avant, pour essayer de révéler les mécanismes générateurs qui sont à l'intérieur. Et donc je pense que ce qui l'ouvre pour nous, enfin en tout cas pour les sciences sociales et pour les sciences de gestion, c'est cette histoire d'abduction, quoi. En disant: «Mais en fait, il faut bien y faire le point, enfin l'étape 1, aller sur le terrain, étape 2, faire ce travail de généralisation théorique, et étape 3 surtout, retourner sur le terrain, faire des tests empiriques et faire objet un peu de minutie auprès de la théorie qu'on a essayé de construire, quoi». Et ça, je pense que je pourrais le mettre en avant. Je l'ai pas du tout mis en avant là. Laurent, je te voyais venir. Forcément, puisque Mathieu a cité un de mes mots préférés, abduction, donc j'ai Ah, je voulais forcément aussi. envie d'y revenir. Moi, j'ai trouvé ce que tu proposes très intéressant et je pense que la cohérence autour du mécanisme générateur, c'est l'intérêt essentiel, on va dire, de Roy Bhaskar. Euh, en revanche, comme je suis gourmand, j'en voudrais plus. C'est-à-dire que j'aimerais surtout faire des liens avec d'autres choses. Et là, comme tu cites l'abduction, ce qui serait intéressant, ce serait de faire un lien explicite avec l'induction. Puisque comme on part d'un rejet de Hume d'une certaine façon, en fait, on part d'une critique de l'induction. Puisqu'on arrive sur l'abduction, on a un lien pragmatique, puisque c'est du Peirce qui est caché derrière. Les positivistes logiques, en gros, c'est la déduction. Donc on arrive sur cette triade, on va dire, déduction, induction, abduction, que moi j'ai cherché à articuler de façon séquentielle pour montrer en fait les plans sur lesquels le travail épistémique opère. Et l'intérêt de Bhaskar, c'est pour moi d'articuler explicitement une ontologie et une épistémologie.
Et derrière, en fait, il nous dit, bon, bah, en ontologie, on est réaliste. C'est pour ça que du coup, on va dire que l'ontologie, elle est transcendantale ou le réalisme, il est transcendantal, c'est-à-dire on le positionne de fait comme un postulat au plan ontologique et ensuite on essaie d'en tirer des conséquences sur l'enquête. Je fais exprès d'utiliser un vocabulaire pragmatiste pour faire plus facilement le lien avec la suite. Du coup, dans cette enquête, sur quoi peut porter l'enquête? Elle ne peut pas porter sur l'ontologie puisque de toute façon, je l'ai postulée. Donc elle ne peut porter que sur, on va dire, les phénomènes que je suis en mesure d'appréhender et que je vais chercher à expliquer. Toute la fin du texte, on est sur l'explication des phénomènes sociaux. Donc ça, c'est très intéressant parce que on a bien gardé la démarche explicative qui est normalement typique du positivisme. Mais par contre, on ne l'explique pas du tout comme le positivisme. Le positivisme, notamment le positivisme kontien, on va expliquer par des régularités. En fait, on n'explique pas du tout par de la causalité. C'est-à-dire qu'une explication statistique est largement considérée comme une explication. Là où Bhaskar, avec le mécanisme générateur, nous donne des choses intéressantes, c'est justement sur la façon de penser la causalité. Et cette façon de penser la causalité, c'est par l'explication en relation avec l'ontologie. Donc la connaissance des phénomènes qu'on va avoir, l'épistémologie est directement, on va dire, liée à l'ontologie, ce qui permet une structure explicative. Et je pense que c'est là où on a des choses intéressantes à voir avec le réalisme critique. Mais du coup, il faut le comparer avec d'autres tentatives qui reposent un peu sur les mêmes éléments. Alors, puisqu'on est sur l'explication, on va dire, des phénomènes sociaux, pour faire simple, bah, je vais prendre un de mes autres auteurs fétiches, un certain Raymond Boudon, qui va justement utiliser la méthode compréhensive pour chercher à voir les mécanismes générateurs d'origine sociale en distinguant les raisons, bonnes raisons, et en cherchant à expliquer le comportement individuel des acteurs. Et en écoutant ta présentation, je me dis, je suis capable d'utiliser en fait du réalisme critique et dire que Boudon, il est réaliste critique. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'il l'a jamais fait, il n'en a jamais éprouvé le besoin. Et il y a d'autres auteurs pour qui je pourrais faire à peu près la même chose. Mon deuxième auteur fétiche, Mary Douglas, avec ce que tu as dit, on pourrait dire que Mary Douglas, elle est réaliste critique. La- donc je pense qu'il y a quelque chose à articuler, on va dire, entre un niveau qui n'est plus au niveau ontologique, mais au niveau épistémologique, mais un niveau méta-épistémologique qu'avec Mary Douglas, on pourrait appeler la culture. Quand les structures sociales, entre guillemets, elles sont dans les têtes, elles ont une influence qui dure bien au-delà de la mort des acteurs concernés. C'est parce qu'effectivement, ils ont laissé des représentations, des traces, des artefacts, des histoires, autrement dit, un substrat culturel qui est en permanence réinjecté dans le fonctionnement social et qui, en tant que tel, peut être pris comme un mécanisme générateur. Euh, pour résumer ce que je viens de dire de façon encore plus simple, du coup, est-ce que dans le social, le mécanisme générateur fondamental, c'est pas la croyance? Alors, je suis désolé, hein, je t'en ai mis dans tous les Ah ouais. sens. Merci. Moi, j'allais avoir quelque chose de similaire à ce qu'a dit Laurent, mais par rapport à l'exemple que tu mentionnais, Mathieu, sur les travaux de Philippe Nakache sur le temps, où je me demandais si c'était pas tant la nature du temps que la représentation qu'on en avait qui allait être premier. C'est-à-dire quand tu le mentionnes comme Philippe le décrit, c'est-à-dire est-ce que c'est cyclique, est-ce que c'est linéaire, est-ce que c'est quantitatif, est-ce que c'est qualitatif? Je me disais, est-ce que c'est vraiment la nature du temps qui compte ici, autant que sa représentation? Alors, c'est là où je vais converger avec Laurent, c'est la représentation à laquelle on croit, c'est-à-dire à laquelle on est suffisamment attaché, qui est suffisamment partagée pour avoir des effets causaux. Donc, est-ce qu'on pourrait le formuler comme ça? Ou est-ce que ça te semble un peu bancal par rapport au corpus du réalisme critique que de dire que ce qui serait premier, ou en tout cas, ça serait quelque chose de l'ordre de la croyance ou de la représentation suffisamment partagée? Euh,
Par rapport au corpus sur lequel je suis tombé, c'est une question que je me suis un peu posée à un moment donné parce que euh, il y a plusieurs auteurs qui essayent de traiter du réalisme critique, mais qui ne se connectent pas. Et moi, cette question-là, soit de la croyance, soit de la représentation, il y a certains auteurs qui parlent de philosophes, voire des théologiens, qui parlent de réalisme critique et qui essayent de fusionner justement des questions des fondamentaux de la science, des postulats de la science avec des questions théologiques. Et c'est souvent eux qui justement vont développer cette idée que finalement, derrière les structures fondamentales, il y a des choses qui sont de l'ordre de la croyance ou des représentations ou du spirituel. Et j'avoue que je savais pas quoi faire de ça, quoi, parce que ils utilisent les mêmes termes, ils arrivent à des conceptions du réel qui sont assez proches, avec notamment ces strates, mais par contre, ils développent pas du tout le même raisonnement, quoi. Ils s'appuient pas du tout sur les mêmes briques argumentatives. Et, euh, et du coup, sur ce point, je sais pas. J'ai l'impression que si on ouvre cette porte-là, ça ouvre quelque chose d'énorme, quoi. J'ai l'impression que ça ouvre carrément de la métaphysique. Et moi, ça me fait peur, mais, mais voilà. Non, mais j'ai l'impression que c'est une forme d'évacuation de la question métaphysique en disant on ne sait pas, enfin, c'est mon sentiment et dites-moi, c'est une espèce de manière de dire on ne sait pas pourquoi ou ontologiquement ou métaphysiquement, mais à un moment, il y a des choses qui sont génératrices de mécanismes causaux. C'est Et fait, c'est ouais. et c'est à partir de là qu'on s'intéresse aux choses. Quelque part, la vraie nature fondamentale de ces objets sociaux-là m'a pas l'air d'être examinée, en tout cas pas en premier plan. J'ai l'impression que c'est même, je ne sais pas si c'est assumé ou pas, mais qu'il y a une forme d'évacuation de cette régression infinie et que c'est une espèce de manière de dire, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est assumé, que là, ça devient intéressant à partir du moment où il y a certains objets sociaux qui sont générateurs. En dehors de ça, quelque part, c'est de la régression infinie ou c'est de la métaphysique. Ou... Je ne sais pas si c'est assumé, mais en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est une manière de faire débuter le travail de l'épistémologie au moment où il y a quelque chose qui peut être générateur, qui peut être générateur de mécanismes causaux. Avant ça, c'est autre chose, mais à la limite, c'est plus. Laurence, non, t'as levé la main avant que je commence à parler. Je ne sais pas si c'est une réaction à ce que je viens de dire. Non, non, c'est les deux, hein, puisque évidemment on a, on va dire, une critique qui est similaire, mais du coup là, je veux donner une chance là, à Mathieu de nous en dire un peu plus. Mathieu, tu as dit il n'utilise pas les mêmes briques argumentatives. Et alors justement, si c'est pas les mêmes briques, qu'est-ce qui change dans les briques argumentatives? Qu'est-ce qui te dérange? Pourquoi est-ce que tu as l'impression que leurs développements sont vraiment très différents? Et si tu devais trouver des différences, où est-ce que tu les situerais? Bah, dans le fait justement d'aborder ces questions spirituelles ou métaphysiques beaucoup plus rapidement que dans la pensée de Bhaskar notamment. Moi, c'est ça qui me perturbe beaucoup. Et en quoi ça te perturbe? Bah parce que tout de suite, en fait, ça ouvre enfin, pour moi, ça ouvre une... En fait, je trouve que s'arrêter, enfin, le dit Johan, en fait, aux questions des mécanismes générateurs, c'est très pratique pour le chercheur. Et c'est très pratique d'un point de vue méthodologique, en fait. Parce que les trois strates du réel, on voit bien comment découper un matériau, on voit bien comment, du coup, l'analyser. Ça nous offre, en fait, une capacité à analyser du matériau assez rapidement et ça nous offre une capacité à essayer de monter en généralité ou en tout cas d'identifier un peu, de réduire un petit peu nos données, nos analyses à ces fameux mécanismes générateurs. Et après, effectivement, on peut faire un petit peu de contrefactuel, voir si c'est bien tel ou tel générateur qui est à l'origine des effets causaux qu'on regarde. Et en plus, il y a d'autres traditions, méthodos en sciences sociales, je pense notamment au process tracing, etc., qui sont un peu sur la même veine finalement, qui essayent d'identifier des séquences d'événements, essayent d'identifier les mécanismes causaux qui sont entre ces événements, et qui après cherchent à faire du contrefactuel pour rendre l'analyse robuste, quoi.
Et je trouve que s'arrêter là, c'est très bien parce que ça permet ça permet de produire des résultats qui sont à la fois contextualisés et qui quand même proposent une forme de montée en généralité, ou en tout cas une forme de généralisation. Alors que si on ouvre ensuite la porte de la métaphysique ou du caractère spirituel de ces mécanismes générateurs-là, là, je sais plus trop où je mets les pieds, quoi. Enfin, d'un point de vue personnel, hein. Si je peux me permettre, on va dire un Tant pis. commentaire sur ton commentaire, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est un peu la chose suivante. C'est-à-dire que, fidèle, on va dire au départ, de Roy Bhaskar, tu refuses l'induction humienne qui te permettrait d'accéder à des postulats ontologiques. Et donc, à la place, tu préfères ce que je qualifierais de façon anthropologique une théorie à moyenne portée, ou si je le disais dans un vocabulaire qui est d'ailleurs utilisé dans la rédaction de l'article plus sociologique, ce serait la théorie de la structuration, c'est-à-dire quelque chose qui est entre les deux, entre le contraignant et l'habilitant, sans trop, on va dire, parler de la nature des structures sociales, mais en explicitant le fait qu'elles ont bien une action dans une forme de boucle de rétroaction, ce qui se marie assez bien avec la perspective du système ouvert. Derrière, ce qui t'intéresse, c'est justement pas l'induction qui permettrait d'atteindre un hypothétique absolu, et je pense que c'est là où ça te fait peur du point de vue métaphysique, mais une ambition plus modeste de généralisation où du coup, je trouve que ça va bien avec la théorie à moyenne portée. Tu as dit quelque chose pour reprendre vraiment les termes que tu as employés qui, moi, a attiré évidemment mon attention puisque j'ai écrit quelque chose sur le réductionnisme. Tu as dit effectivement que la montée en généralité, elle nous permettait de réduire nos données à ces fameux mécanismes générateurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement la place de la réduction. Tu montres le caractère opératif, heuristique de la démarche du réalisme critique qui, en fait, articule de façon assez naturelle l'épistémologie et la méthodologie en ayant résolu par avance la question de l'ontologie. Donc, ce qui est intéressant avec le réalisme critique, ça c'est pour Benjamin, c'est un package. C'est-à-dire que on a effectivement un truc qui est déjà bien ficelé, prêt à l'emploi, ce qui veut dire que c'est un avantage évident. En revanche, là, il faut s'interroger du coup aussi un petit peu sur les limites, et je te trouve très honnête dans ta manière d'expliquer tout ça, et je t'en remercie vraiment beaucoup. La question de Johan, c'était justement, bah voilà, avant le mécanisme générateur identifié, on s'y intéresse pas. Donc, est-ce que du coup, c'est un tabou? C'est un tabou métaphysique qui est en fait pas acté en tant que tel de la démarche du réalisme critique. Est-ce que du coup on pourrait définir un peu plus ces structures sociales, éventuellement les réduire peut-être à des mécanismes générateurs, mais dans ce cas-là il faudrait expliquer la différence, notamment avec le concept d'institution, puisque c'est celui qui a été utilisé en sciences sociales de façon la plus fréquente, on va dire, pour essayer de parler de ce genre de choses. Institution, culture, hein, là, on ne va pas jouer sur les mots, tout ce genre de choses. Et de l'autre côté, on parle de montée en généralité, mais est-ce qu'on est capable de percevoir la spécificité? C'est-à-dire que, à contrario, j'ai l'impression qu'avec le réalisme critique, comme j'ai que des mécanismes générateurs qui sont relativement abstraits, expliquer par exemple le détail d'un cas, le détail d'une histoire, ça devient une entreprise impossible. C'est-à-dire, je ne suis pas resté à un niveau d'abstraction qui fait que, en gros, à part des régularités statistiques, je vois rien. Enfin, pour faire simple, c'était le positivisme. Par contre, je ne suis pas capable de rentrer dans un cas, de le disséquer et de montrer la micro-causalité contingente, et là je fais exprès de lâcher le mot, qui me permet de voir pourquoi ça s'est passé comme ça dans ce cas-là. Qu'est-ce qui fait que la situation et donc sa singularité a permis de façonner les choses. Et pour l'instant, tu ne nous as pas du tout parlé de cet aspect ni tabou métaphysique d'un côté, ni prise en compte de la contingence de l'autre. Mm. Alors, pour le coup, autant je suis complètement d'accord avec toi sur l'aspect
Alors métaphysique, je sais pas si c'est un tabou ou c'est juste un évitement. Euh, Par contre, sur le côté micro, comment tu as dit, micro-causalité ou aller dans la contingence, etc., je trouve que le réalisme critique le permet complètement, notamment avec cette stratification du réel, puisqu'on reconnaît qu'il y a des choses qui se passent dans le domaine du sensible, finalement de l'expérience, et ça on peut le capter très bien. On peut le capter très bien dans les phénomènes qu'on cherche à observer ou dans lesquels on se plonge avec différentes méthodes aussi. Et cette partie médiane de la réalité, le factuel, permet aussi de décortiquer un cas, de décortiquer des séquences d'événements, de réaliser des chronologies. Je parlais tout à l'heure de process tracing. En fait, ça permet de faire des super process, quoi. C'est une pensée, je trouve, qui se marie bien avec, enfin, en tout cas, j'ai le sentiment, avec la pensée processuelle, quoi. Ouais, Laurent, t'as pas ton micro. Oui. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans la partie justement, comme tu dis, processuelle, de ne pas recourir au process pour expliquer? C'est-à-dire, est-ce que dans le réalisme critique, on a besoin, on va dire, du concept temps pour expliquer? Est-ce qu'à la place, on pourrait pas avoir une disposition et donc en fait utiliser un facteur espace ou éventuellement un tiers facteur à citer? Évidemment, si je te pose la question sur le temps et sur l'espace, puisque on avait cité Kant à un moment, bah, c'est les catégories a priori de la sensibilité, ce qui veut dire que c'est pas pour autant qu'elles existent, mais elles sont heuristiques. Là, c'est une super bonne question. Est-ce que, ouais, mais peut-être que Arnaud et Laurent, vous pourrez nous éclairer là-dessus, parce que je- est-ce qu'il y a un lien avec ce que Boudon, il me semble que c'est toi qui en avais parlé, Laurent, dans le séminaire une fois, parle de ces îlots de stabilité, et qui, moi, avait été une image assez puissante quand je il me semble que c'est toi qui l'avais présenté, Laurent, en disant, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas aller explorer finalement, qui échappent un peu parce qu'on a besoin d'îlots de stabilité pour aller étudier quelque chose. Et en les décrivant comme des îlots de stabilité, il y avait bien un signal de la part de Boudon de nous dire, en fait, il y a tout un vaste univers. Et que finalement, qui n'a pas cette stabilité prérequise, et que finalement, les quelques endroits où on peut aller jouer en tant que scientifique sont ces îlots un peu limités. Et je me dis, en fait, est-ce que ces îlots limités-là, c'est pas juste les endroits où on a des objets sociaux générateurs, il y aurait cette stabilité-là, et donc il y aurait des mécanismes causaux qui seraient possibles à aller étudier, donc le travail scientifique serait possible. Et puis, dès qu'il n'y a pas ces objets sociaux générateurs, et ben, on est en dehors des îlots de stabilité. Est-ce que le parallèle est malvenu? Est-ce que il vous semble qu'il y a un peu D'ailleurs, Arnaud, je t'embarque dans la question parce que tu nous avais parlé d'individualisme la dernière fois. Je sais que Laurent est très féru de pensée boudonienne, donc je vous embarque tous les deux dans cette question. Mais est-ce qu'il y a un parallèle possible avec cette pensée boudonienne? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui, on va dire, est très analogue dans l'intuition et dans la composition. Par contre, je changerai un petit peu le vocabulaire que tu utilises, puisque tu reprends pas exactement les termes de Boudon. Tu associes deux phrases différentes que je mets souvent en regard l'une d'elles, et puis tu les as fusionnées. Euh, Premièrement, la première chose à voir, c'est que tout comme Bhaskar, Boudon est systémique. C'est-à-dire que, il va partir de l'idée du système ouvert, mais il va pas en faire un système. Lui, il va être sociologique à fond, donc il va nous parler de situations ouvertes. Et il va nous parler en fait de situations ouvertes et de situations fermées. Et ce qui est intéressant, c'est que si la situation est ouverte, ça veut dire que la causalité n'est pas déterminable a priori, puisque ça va dépendre de la liberté des acteurs. Alors que si la situation est fermée, c'est le moment où la situation devient complètement prévisible. Et comme donc en fait on a ce qui dit un océan de situations ouvertes avec justement des îlots de situations fermées, et c'est là où on retrouve la stabilité.
Pourquoi je posais à Mathieu tout à l'heure la question de la contingence, c'est parce qu'un des points importants de la théorie de la contingence, c'est de chercher justement ce qui n'est pas contingent, c'est-à-dire de chercher par-delà la diversité le métastable. Et l'idée du métastable, ça renvoie au potentiel mécanisme générateur, pour reprendre le terme utilisé dans cette séance. On pourrait appeler ça aussi simplement un mécanisme causal, puisque si on génère quelque chose, on le génère de façon causale, sachant qu'un générateur aléatoire, il y a une forme de causalité dedans aussi, hein. Donc ici, la question, c'est, on revient à la question de la causalité que je posais tout à l'heure, c'est le moment en fait où il n'y a pas, où la causalité va pouvoir reboucler sur elle-même. Je pense que c'est ça le moment où la situation se ferme, du coup, je pense que le mécanisme générateur, moi j'avais tendance à le voir avant d'entendre Mathieu comme étant quelque chose de niveau méso, ou de niveau entre le méso et le macro, rarement au niveau micro. C'est pour ça que j'avais posé la question du niveau d'analyse. Chez Boudon, ça peut être en fait micro, méso ou même macro, mais avec l'idée qu'il y a une boucle de rétroaction entre le micro et le macro. Donc à la fin, c'est la poule et l'œuf, qui a généré qui. Et du coup, c'est là où je suis intéressé par la vision processus, parce que si c'est un processus, du coup, on a une conception un peu cyclique du truc, où il y a des cycles dans des cycles dans des cycles. Bon, ça rappelle évidemment la pensée chinoise, mais c'est quelque chose qui est une grille de lecture. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui travaillent sur la sociologie de la traduction. La sociologie de la traduction, ça nous donne un bon vocabulaire pour décrire un certain nombre de choses, montrer un certain nombre de rapports sociaux, mais c'est quand même relativement descriptif. À écouter Mathieu, je me demande si le mécanisme générateur, c'est pas un peu le même statut, c'est-à-dire que c'est censé être explicatif, et au final, peut-être que c'est plus descriptif que explicatif. Ça permet de raconter une histoire, on va dire, lisible et bien ficelée, mais qu'est-ce qu'on a vraiment expliqué avec le mécanisme générateur? Ça, c'est mon interrogation aujourd'hui. Si je peux prendre la parole, il me semble que Vas-y. c'est un petit peu selon le regard qu'on porte soit vers le passé, soit vers le futur. La description peut être une explication. Euh, Mathieu, vous parliez de l'héritage de l'histoire. Quand je me suis connecté, ça m'a fait très plaisir. Nos phénomènes sociaux, on en hérite. Et rétrospectivement, on peut retracer, pas forcément une histoire réelle, mais au moins une histoire hypothétique. Les Lumières écossaises, Hutchinson et tous leurs successeurs ont beaucoup brodé là-dessus. C'est l'origine de l'idée d'ordre spontané, résultat des actions des hommes et non d'un destin humain. Il y a de la contingence, il y a des situations ouvertes, si on veut reprendre plein de vocabulaire à droite et à gauche. À un moment donné, les phénomènes sociaux sont devenus ce qu'ils sont. Rétrospectivement, on peut les expliquer en décrivant, au moins de façon hypothétique, leur genèse. Si on se retourne vers l'avenir, si le chercheur en sciences de gestion veut se faire ingénieur social, bâtir l'entreprise ou l'organisation de ses rêves, on retrouve tout ce que vous dites si bien sur les... je cherche mon vocabulaire, reprenons l'expression mécanisme générateur, mais je ne suis pas sûr du tout d'avoir bien compris, sur laquelle il pourra s'appuyer pour que l'interaction qu'il désire faire advenir advienne bien comme il le désire. Et là, il nous faut considérer que
il a une prescience de l'interaction, la façon dont les décisions, chacune basée à partir, disons que chaque acteur prend à partir de chacune de ses croyances, chacun à partir de ses croyances, vont interagir vont déboucher sur une interaction telle qu'il le désire. Ça, c'est, si vous me permettez de faire encore des ponts et des synthèses hardies, le meilleur des ingénieurs sociaux, c'est l'entrepreneur le plus doué. Il a renoncé à croire que le monde est comme il le croit, et dans l'abstrait et dans l'absolu, mais il s'attache à sentir dans l'infinitésimale de son expérience, parce que c'est du sensible, je vous laisse ça à votre interprétation, les signaux faibles qui lui permettront de poser l'acte vis-à-vis duquel les personnes qu'il veut faire agir interagiront de telle façon, il les disposa, et ainsi de suite. Et je crains de retomber dans la métaphysique, mon cher Mathieu, si vous me permettez. Il y a quelque chose de divin dans l'action de l'entrepreneur. On peut faire une analogie très forte entre l'intelligence de l'action propre à l'entrepreneur, et il y a plein des courants d'économistes qui s'y plongent. Je pense à tous les disciples d'Israël Kessner, avec l'action de la providence telle qu'elle agit dans le monde. Tel que la Théodicée peut s'y intéresser. Allez, j'ai vaticiné, pardonnez-moi. Juste, Laurent, avant que tu reprennes la parole, je veux préciser parce que tout le monde n'est pas là à chaque séance et les formats habituels académiques sont en général autour de deux modes. Soit on a une personne qui vient parler en se décrétant un peu expert et donc qui sont mobilisés à titre d'expert et qui se doivent de défendre l'école présentée ou l'auteur présenté. Et là, vous remarquerez bien que Mathieu accepte d'être le bras armé d'une réflexion collective, mais il n'est pas obligé de se faire le défenseur du réalisme critique. Il en parle avec une certaine expertise, mais sans forcément y lier son ego, où il faudrait qu'il le défende. Et ça, c'est une première chose où on se met en distance des modèles académiques classiques, parce que c'est justement sain que d'être capable de mobiliser des référentiels conceptuels, théoriques, épistémologiques, sans s'en faire, sans y attacher son identité académique et intellectuelle. Le deuxième modèle duquel on s'éloigne ici, c'est le modèle du pseudo-débat académique, où quelqu'un est pour, quelqu'un est contre, et après il s'écharpe et il se crie dessus. Et là, vous voyez bien que la parole circule de manière plus fluide et plus proche de la réflexion collective ou collégiale, alors que tout le monde n'est pas du tout forcément d'accord, mais qui est d'essayer de s'alimenter mutuellement sur ce qui a été présenté, sur ce que les uns et les autres maîtrisent par ailleurs et peuvent amener à la discussion. Alors, on fera un peu une conclusion, parce que Mathieu se retrouve avec beaucoup de choses qui sont lancées en sa direction. Mais voilà, l'idée est une réflexion collégiale. Donc voilà, c'est juste vu qu'on n'est pas dans le format classique, je voulais préciser un tout petit peu les choses. Excuse-moi Laurent, j'ai décalé ta prise de parole. C'est à Ah toi. non, c'était très bien, ça permet de recontextualiser et c'est important, surtout que comme Mathieu n'est pas familier de nos séminaires, c'est bon de lui donner quelques éléments de contexte. Et là, Arnaud a volontairement complètement déplacé le débat sur la perspective ingénérique. Et ce qui est très intéressant, et puis c'est une manière discrète, comme Arnaud sait si bien le faire, de taquiner un petit peu la perspective pour aller lui rappeler que justement, puisque on cherche à la mobiliser en sciences de gestion, on ne peut pas se permettre d'évacuer la question de l'ingénierie. Donc, je pense qu'au travers effectivement de
l'individualisme méthodologique dans ses formes intelligentes, qui était ce que Arnaud évoquait, on est bien en train de voir effectivement le fait qu'il y a un projet potentiel de transformation de la réalité. Si on fait du management, on a des objectifs à atteindre. Autrement dit, ils ne sont pas là, donc on veut transformer le réel. Et si je reformule à peine la question sous-jacente d'Arnaud, c'est en quoi le réalisme critique peut nous aider, on va dire, ou pas, dans cette perspective. Et donc c'est pour ça que il me faisait un tacle discret en disant que la description peut être une explication, à condition de bien voir que c'est une description de l'avenir et non pas une description du passé. Et donc, en fait, effectivement, c'est le projet transformateur de l'ingénierie sociale. Du coup, l'idée du mécanisme générateur, c'est-à-dire si là je passe vraiment en mode prof de gestion et non plus chercheur en gestion, est-ce que je peux enseigner les mécanismes générateurs à mes étudiants en master pour leur apprendre à devenir de meilleurs managers? Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais. Déjà, bref, ça supposerait que on souhaite qu'ils deviennent de meilleurs managers. Mais en fait, moi, enfin, ce que ça m'évoque, c'est que ces questions des mécanismes générateurs, surtout, ils permettent, bon, on l'a déjà dit, mais ils permettent une réduction. Et c'est pour moi toute la richesse en fait de l'approche, elle est là, c'est que elle permet à un moment donné d'augmenter l'intelligibilité qu'on peut donner à l'étude d'un cas, à une recherche, à l'étude d'un phénomène, à l'étude d'une séquence, d'un processus. Et en ce sens, j'aurais tendance à te répondre oui. Enfin, si on arrive à, par en tout cas, ces mécanismes-là, à les mettre en évidence et qui permettent effectivement de moins nous donner des billes, des éléments pour expliquer un phénomène de manière plus intelligible, on a plus de chances au moins d'être compris de nos étudiants. Là, ce qui est intéressant dans ta remarque, c'est justement ce côté intelligible, être compris. Tu me ramènes directement vers la méthode compréhensive. C'est-à-dire, c'est effectivement par le changement de la compréhension qu'on peut obtenir, on va dire, une rétroaction qui, pour aller dans le sens d'Arnaud, va nous permettre d'atteindre de nouveaux objectifs, ou en tous les cas des objectifs qui ne sont pas présentement atteints. Donc on en revient toujours un petit peu au statut de la connaissance admise et de sa compréhension. Et ça, c'était ce que j'ai appelé le niveau épistémologique tout à l'heure. Et Arnaud nous emmenait d'une certaine façon dans la partie un peu plus méthodologique, où comment je vais produire de l'action avec des résultats concrets. Donc il nous faisait un peu la blague. Alors, je vais lui faire une contre-blague chandlerienne sur sa vision de l'histoire, où le mécanisme générateur comme action de la prévidence, je répondrais non, c'est la main visible des managers, c'est pas la main invisible. Et donc, est-ce que euh, là, c'est vraiment une question d'exploration, hein, c'est euh, autour de cette histoire de mécanisme générateur. Est-ce que tu y vois, sachant qu'il pourra y avoir plusieurs réponses simultanées à cette question, des aspects justement providentiels, des aspects volontaristes managériaux, les deux, ni l'un ni l'autre, ou encore toute autre chose? La question est posée à Mathieu. La question est posée d'abord à Mathieu, mais on sera ravi de t'entendre après avoir entendu Mathieu. Après, Arnaud, hein, tu peux y aller si tu veux. Oh, mais il ne faut pas couper la parole à notre orateur préféré. Je pense que Mathieu t'invite à lui donner un peu plus de temps en répondant d'abord. Exactement. Donc Alors, n'hésite pas. Je vais improviser comme un fou. Pardonnez-moi. Évidemment que tout manager croit en la performativité de ses outils de gestion. Et ce n'est pas mes étudiants ici RH qui vont me contredire.
Et donc, je leur apprends à faire de beaux projets pour faire que leur entreprise soit équipée de magnifiques outils qui permettront de saisir les données et de traiter en un papier à musique la réalité humaine. Le fait est que chacun s'empare du, de l'impulsion ou de l'idée ou de l'outil et chaque collaborant fait ce qu'il pense devoir en faire et que l'entreprise n'est pas le résultat de ce que n'est pas le résultat exact de ce que le manager ou l'entrepreneur avait prévu, mais résulte de ce que chacun qui y participe, chaque participant en a fait. Et donc je mets de l'ordre spontané partout où j'ai envie de mettre de considérer comme ordre spontané ce que je cherche le mot, la naïveté, l'hubris, je ne sais de quel, où situer le curseur, bref, ce que le manager ou l'entrepreneur désire, je cherche mes mots. Donc la réalité diffère de ce que le manager, dans sa naïveté ou dans son hubris, pensait pouvoir réaliser ou faire advenir. Maintenant, je redonne la parole à Mathieu. C'est ce que j'allais dire. La balle revient vers toi. Alors là, ouais, je sais pas. Enfin là, je sèche. Alors, je crois qu'on est en train d'interroger la nature même du mécanisme générateur. Ouais. Mais je pense que c'est peut-être là aussi un point, peut-être qu'on identifie là une ambivalence ou un point aveugle ou un point de départ si c'est assumé. C'est-à-dire que j'en reviens à ce que je disais, mais je pense que ce qui sera intéressant pour finaliser l'entrée, ce sera de revenir, comme disait Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire il en faut plus, parce que je pense que c'est là que tout se joue, c'est-à-dire que leur système fonctionne très très bien à partir de ce point de départ. Et moi ce que tu as présenté, nos discussions, me font le même effet que la philosophie pragmatiste, c'est-à-dire que c'est redoutablement efficace pour penser à partir d'un moment et en évacuant des questions un peu des apories avant ça. Et en même temps, ça me frustre parce que moi, j'aime bien les apories. J'aime bien qu'on a exposé la question du côté métaphysique et ontologique. Or, j'ai le sentiment que le réalisme critique dit à juste titre que pour pouvoir se focaliser sur des trucs un peu puissants en termes d'opérationnalisation, même très abstraite, c'est pas là qu'il faut aller chercher, mais il faut commencer à partir du moment où il y a un mécanisme générateur. Avant ça, quelque part, on va laisser ça aux théologiens, aux métaphysiciens et aux gens qui aiment bien se poser des questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse et s'écharper sur leurs réponses. Donc j'ai à la fois le même respect admiratif de la puissance du système et en même temps certaines frustrations. Et l'idée, je pense peut-être pour l'entrée, serait de zoomer à cet endroit-là pour juste dire quelle est la nature de ce point de départ. C'est-à-dire, est-ce qu'ils évacuent ce qu'il y a avant de manière explicite en disant avant, bah, ça ne nous intéresse pas, y a pas des... ou est-ce qu'ils n'en parlent pas et c'est de là que tout ça, juste de clarifier un tout petit peu ce point de départ chez Bashkar et chez les autres, tu vois, de le dire. Et la deuxième chose que tu pourrais ajouter de manière très pratico-pratique à l'entrée pourrait être de zoomer un tout petit peu sur un travail en sciences de gestion qui est vraiment très très explicitement revendiqué comme étant réaliste critique, et de voir comment est-ce que ces questions posées auparavant se manifeste dans le manuscrit final, entre guillemets. C'est-à-dire, tu citais par exemple l'article de Philippe Nakache, mais ça peut être celui-là ou un autre, mais de prendre ces questions parfois auxquelles les réponses sont claires, puis des fois qui sont restées un peu ouvertes, voire
et de dire, bah, voilà, une fois que ça, on a un peu clarifié sur les fondamentaux, j'ai envie de dire, bah voilà, un texte qui a été publié en sciences de gestion, et voilà comment est-ce que eux le clarifient ou ne le clarifient pas, comment ça s'opérationnalise dans un texte en sciences de gestion. Ça peut être zoomer sur le statut fondamental de ces mécanismes générateurs, puis zoomer sur un article publié en sciences de gestion. Ça peut être de faire les deux en même temps, peut permettre de répondre un peu à ces interrogations. Alors, Benjamin, tu as une. si je peux Ah, interjecter avant Benjamin et avant même la réponse de Mathieu, tu viens de te faire avoir, Mathieu, puisque le truc habituel du séminaire, c'est que les gens viennent présenter une entrée et en général, du coup, une entrée amène à en écrire une deuxième. Et alors peut-être que si le projet t'intéresse, là, on pourrait écrire une deuxième entrée, alors avec un format éventuellement un peu plus court, qui serait autour de ce que dit Johan, mais de façon plus systématisée, c'est-à-dire les variétés du réalisme critique. Moi, quand je vois des auteurs qui se réclament du réalisme critique, on va dire il y a une unité de façade. Mais est-ce qu'il y a une unité réelle, une unité de fond? Et donc là, ce que Johan t'invitait à faire, c'était d'investiguer, on va dire, un cas en sciences de gestion de réalisme critique. Moi, j'ai l'impression justement qu'il y a des variétés de réalisme critique en sciences de gestion et les identifier pour être, on va dire, intéressants sous forme, entre guillemets, d'un courant et puis éventuellement de sous-écoles, quitte à s'apercevoir que en fait, ils sont pas, ils sont d'accord sur certains morceaux, mais pas d'autres. Et en les précisant, ça nous permet de mieux comprendre, on va dire, à la fois le réalisme critique en ce qu'il est, et à la fois le réalisme critique, comment le chercheur s'en sert, et peut-être même, pour faire plaisir à Arnaud, les réalismes critiques et comment les managers pourraient s'en saisir. Du coup, Laurent, je saisis la balle au bon. Merci beaucoup. Parce que tu parles de variété et en fait, ce que disait Johan juste avant, ça m'a fait percuter un truc sur le statut donc, des mécanismes générateurs et le fait d'aller creuser sur ce qu'il pouvait y avoir précédemment, un petit peu du côté de l'ontologie, et que ça semblait être un point un petit peu bloquant. Euh, Toujours dans l'idée variété et puis comparabilité, je me posais la question de qu'est-ce que ça donne si tu commences à intégrer dans ta description, hein, ton appareillage descriptif qui est très abouti, qui est très puissant, qui est très pratique, pour pas dire pragmatique, euh, si tu commences à intégrer dedans un peu de métaphysique, si tu commences à intégrer dedans un peu de spiritualité, si tu commences à intégrer dedans d'autres choses, est-ce que tu obtiens la même épistémologie? Est-ce que tu obtiens les mêmes résultats? Et est-ce que du coup, la capacité explicative du réalisme critique ne se situerait pas non dans ce qu'il est pour lui-même, mais c'est juste un outil, mais dans les variabilités qu'il pourrait y avoir de ces différentes manières de s'en servir et de postuler des ontologies différentes? Ouais, en tout cas, je trouve que c'est une bonne piste, cette histoire de variété enfin, de variété du réalisme critique. Même si pour le moment, à ce que j'ai fouillé, j'ai l'impression qu'il y avait plus une variété, enfin, j'ai l'impression que cette idée de mécanisme, générateur, elle est quand même, et de niveau, de stratification du réel, c'est quelque chose de relativement partagé, mais il faudrait que je fouille davantage. Et, et du coup, j'ai l'impression que les variétés, elles étaient plus sur, un niveau méthodologique, en fait, de termes utilisés ou de démarches un peu méthodologiques qui étaient proposées. Mais, c'est plus une intuition, enfin, en tout cas un sentiment. mais ouais, non, mais je pense que c'est là que Et ça se joue beaucoup. C'est par rapport, effectivement, Johan, ils aussi à sont ce que tu d'accord ils sont d'accord sur ce point de départ-là, mais c'est ouais, justement d'aller trouver les variétés sur ouais. des petites Mais divergences en ou des fait, je petites. sais pas si, et par rapport à cette idée d'aller voir la nature du mécanisme générateur, est-ce qu'il y a besoin? Est-ce que c'est nécessaire?
Est-ce que parce que en fait, faire ce choix de dire effectivement, en fait, c'est notre point de départ, ça a aussi l'avantage de borner les choses. Si c'est assumé. Mm. Je n'irais pas forcément de développer beaucoup, beaucoup et beaucoup, ni forcément de leur reprocher, mais juste de clarifier dans vraiment une logique de travail épistémique, de savoir s'ils assument ce point de départ comme étant une espèce éviter la question métaphysique ou la régression infinie. Et à ce moment-là, ils argumenteraient, mais à ce moment-là, ça serait intéressant parce que ça voudrait dire que ils n'ont pas pour prétention de répondre à la question métaphysique. Et quelque part, mais ils n'ont peut-être même pas pour objectif de répondre à la question ontologique. Mais pourquoi pas? Je veux dire, pour moi, c'est pas forcément une faute, et c'est peut-être ce qui leur permet de ne pas tomber dans des apories et de se poser des questions opérationnelles et méthodologiques, parce qu'ils considèrent que, ce qu'on peut le dire dans les deux sens, c'est-à-dire comme disait Laurent, à un moment, ça devient la poule et l'œuf de savoir. Et donc, à un moment, de dire, bah, en fait, on s'en fout, la poule, l'œuf, on regarde à partir du moment où l'œuf est clos et on ne se pose pas la question d'avant. Moi, je trouve pas ça inintéressant. Ça serait juste intéressant de clarifier un peu ce qu'ils en disent, en gros, et ce qu'ils sont secrètement autre chose. C'est-à-dire que ils déclarent, enfin, il y a souvent un positionnement du réalisme critique comme n'étant ni du positivisme ni du constructivisme, et c'est un peu comme ça que tu l'as décrit. Mais peut-être qu'en fait, ils sont ni positivistes radicaux ni constructivistes radicaux. Mais en fait, s'ils évacuent la question, peut-être qu'ils sont l'un ou l'autre, mais que finalement, on s'en fout, puisque ils ne partent que de ça. C'est juste savoir ce qu'ils en disent, qu'on sache un peu plus, parce qu'effectivement, tu l'as bien montré, une fois qu'ils ont dit ça, le reste, c'est quasiment mécanique dans leur structure. En tout cas, le système est bien huilé et il fonctionne bien. La question épistémologique et ontologique, elle serait intéressante à clarifier juste là-dessus, sans forcément en faire un point de faiblesse, hein. Pour moi, que ce soit un point aveugle ou Ouais, un ça point me de fait départ réfléchir, assumé, quoi, je comprends. ça serait quand même important de savoir s'ils assument cette question-là ou pas. Et c'est pour ça que je te disais d'aller regarder dans une ou deux publications en sciences de gestion, parce que je pense que ça peut permettre d'une autre manière de répondre à cette même question-là, en fait. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions, Moi, j'en spasmes, aurais allergies? éventuellement une dernière. Vas-y, il nous reste un peu de temps. Mais après, c'est pareil, hein, tout le monde est bienvenu pour intervenir. C'est pas parce qu'il y a des gens qui interviennent fréquemment qu'ils ont le droit de le faire. Donc surtout, prenez ma place, n'hésitez pas si besoin est. Je vous laisse être bien volontiers. Moi, j'aimerais revenir sur une expression d'Arnaud, puisque il a dit tout à l'heure mettre de l'ordre spontané. C'est intéressant parce que c'est un parfait paradoxe. C'est-à-dire Ma que langue a fourché. non, je pense pas. Je Ce n'est pense pas pas justement. l'intention. Mais justement, je pense que tu nous offres une voie de recherche supplémentaire avec cette idée, c'est-à-dire que si l'ordre est spontané, on peut pas le mettre, et si on le met, il n'est pas spontané. Et en fait, je pense que c'est exactement la tension, justement, qu'on n'arrive pas forcément bien à formuler, là, pour le coup, qui est à la fois de l'aporie et du paradoxe, et qui répond en partie à la question de Johan sur pourquoi est-ce qu'on choisit tel point de départ plutôt que d'autres. Est-ce qu'on n'est pas secrètement autre chose? Bah, je pense que peut-être qu'on est secrètement en train d'essayer de gérer telle problématique sans qu'on en ait forcément toujours bien conscience. Et l'objet de la SPSG, c'est justement d'essayer de clarifier cette réflexion sur les niveaux ontologiques, épistémologiques et méthodologiques, et de voir les partis pris. Un parti pris, c'est pas un problème, ça s'assume. Comme ça, si les autres sont pas d'accord, ils peuvent reprendre le travail où nous on l'a laissé en disant nous ces questions, là, je prends la poule que au moment où l'œuf a éclos et ce qui est avant je m'en fiche. Bah donc du coup, là, ça permet aux autres d'être spécialistes des œufs encore en incubation au moment de l'éclosion, etc. Donc il y a une forme de division possible du travail qui n'est scientifiquement pas un problème, à condition qu'on ait bien conscience de tout le travail qu'il faut collectivement fournir et qu'on n'ait pas du coup des trous structurels dans la raquette.
Moi, évidemment, j'aime beaucoup la question d'Yoann, qui est une question qu'on partage depuis longtemps sur ça focalise puissamment sur des trucs, donc c'est ça qui est séduisant, intéressant, mais du coup, en focalisant puissamment, bah, si on a focalisé, c'est-à-dire qu'on est parti par là. Donc, on n'est pas parti par là, par là. Il y a plein d'autres directions. C'est pas un problème, mais à condition qu'on soit bien conscient des directions qu'on a prises ou des raisons fondamentales pour lesquelles on apporte telle raison plutôt qu'une autre, sans se satisfaire, on va dire, des réponses confortables. Oh, bah, j'ai fait ça parce que ça marche, parce que c'est commode. C'est là-dessus où la SPSG a sa fonction critique d'essayer de remonter un peu plus en amont que simplement le confort du chercheur. Pour revenir encore sur un autre concept classique en épistémologie, finalement, ces différents packages, on va dire, pour chercheurs, sont des heuristiques. C'est-à-dire que c'est juste que c'est un ensemble, on va dire, intelligemment coordonné on va dire, de présupposés, de méthodes, de façons d'aborder les choses qui nous permettent de trouver. C'est exactement ce que le mot heuristique veut dire. Donc on en revient à la cathos. Il va falloir, On reste Laurent, sur le bricolage. je te piège à ton propre piège. Il va falloir écrire l'entrée programme de recherche euh, pour pouvoir justement revenir à la Déjà cathos. piéger quelqu'un d'autre, si tu vois ce que je veux dire. On a Rémi Jarda qui nous a fait une très jolie intervention sur les paradigmes et on espère absolument le piéger sur le sujet. Est-ce qu'il y a des dernières réactions, questions? Non. Comme ça, vous profitez un peu. Je ne sais pas si vous entendez la musique d'arrière-plan, mais non. Ah oui, donc l'algorithme coupe bien la soupe musicale. C'est impressionnant. Bon, bah merci beaucoup, Mathieu. Je te l'avais pas dit, mais tu concluais le cycle de cette année 2025-2026. On a maintenant fait le tour d'un certain nombre de notions. Je commence en général, pour que tu le saches, Mathieu, à harceler les intervenantes et les intervenants quelques semaines après les présentations, parce que souvent c'est plus facile de battre le fer tant qu'il est chaud pour écrire un peu. Puis là, il y a quand même une base déjà assez solide. J'harcèle aussi les autres contributions. Je ne désespère pas de pouvoir à un moment commencer à publier sur le site de la SPSG nos premières entrées et les interrelier, puisque c'était quand même la conception réticulaire qu'on cultive depuis le début avec Laurent. On va faire un bilan un peu aussi des différentes personnes qu'on a essayé de piéger au fur et à mesure des séances pour proposer des entrées. N'hésitez pas à nous proposer des choses, hein, à nous envoyer des mails à Laurent et à moi si vous avez des idées, suggestions. Faites attention, vous voyez bien que dès que quelqu'un a une suggestion, on lui propose d'écrire lui-même. C'est Donc, bon. méfiez-vous des suggestions. On va travailler à essayer de diffuser le programme des séminaires de l'année prochaine. Je pense qu'on aura le congrès de Lyon pour mettre un peu les choses à plat et l'annoncer avant cet été et parler aussi de la Winter School. Laurent, tu m'as dit que tu voulais aborder rapidement des aspects de la SPSG, mais je pense que finalement, il n'y a pas tant de monde que ça Non, du il n'y a CA. y a pas besoin maintenant. Bon, et ben, celles et ceux qui seront à Lyon, ce sera un plaisir de vous voir en vrai. Si vous n'êtes pas à Lyon, vous êtes fautif et fautive d'un manque de fidélité envers la SPSG, puisque vous n'êtes pas à son congrès, c'est inacceptable. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de voir un certain nombre d'entre vous, mois après mois, cette année. Donc, merci beaucoup. Merci encore à Mathieu pour cette magnifique clôture et on vous tient au courant pour le programme de l'année prochaine. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous.
Merci. Merci Merci. beaucoup. Et félicitations à toutes et tous pour cette belle année. Oui. En tout cas, merci. Je dois dire que c'est vrai que c'est très différent de ce qu'on fait, enfin, en tout cas moi, de ce que je veux parler pour moi, de ce que je fais habituellement. Et c'est vraiment une chouette expérience. Et merci pour vos retours très bienveillants pour le coup et en même temps exigeants. Et on peut pas toujours dire ça, quoi, quand on fait, quand on présente des travaux. Et là, je peux le dire, donc c'est cool. Je suis très content. Merci à toi. À bientôt tout le monde. Au revoir. À bientôt tout le Merci. À monde. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.